RMC, l'invité des grandes gueules. Et c'est l'avocat Thibault de Montbrial qui est avec nous, qui est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonjour maître, bienvenue dans les grandes gueules. Ce matin, nous avions la mère de Samara qui a été littéralement lynchée devant son collège par des camarades de son collège d'ailleurs. Elle était depuis longtemps harcelée et sa mère a apporté une explication ce matin. Elle a dit que sa fille se faisait traiter de couffard, de mécréante. Elle ne portait pas de voile, elle s'habillait à l'européenne. C'est l'expression utilisée par la maman de Samara. Et la jeune fille qui l'a agressée, elle, était voilée. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que c'est le business as usual, c'est-à-dire que les affaires continuent dans les établissements d'enseignement secondaire, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, sauf que il n'existe pas la protection de la loi de 2004. Vous savez, les islamistes ont annoncé le programme depuis des décennies. La France, d'abord, est considérée par les islamistes comme le maillon faible de l'Europe. Et ensuite, les points de pénétration, les axes de pénétration des islamistes, ce sont les lieux de pouvoir, pas de pouvoir au sens politique, mais de pouvoir au sens du pouvoir dans la société. Et le premier lieu de pouvoir dans la société, c'est l'enseignement. Souvenez-vous que le terroriste qui a tué Dominique Bernard à Arras le 13 octobre dernier a revendiqué, lors de sa comparution devant le juge d'instruction, ses propos ont été révélés par un de vos confrères, je crois que c'était de mémoire Le Parisien, et il a révélé qu'il avait ciblé sciemment un professeur de français, parce que les professeurs, et en particulier de français, étaient des piliers de la mécréance, en ce qu'ils perpétraient la tradition de la République française, en particulier par la langue et par la culture. Donc ce sont des gens qui sont dans une logique globale qui est parfaitement identifiée, et ce sont des coups de boutoir. Et ce que je là, on parle d'adolescents. Non, mais ce que je voudrais souligner, justement, j'y viens. Ce que je voudrais souligner, c'est pour ça que je fais le parallèle avec un acte aussi grave qu'un attentat, parce que c'est exactement la même logique. De même que dans la mécanique de ce qui est arrivé à cette jeune fille, c'est exactement la même logique que ce qui est arrivé à Samuel Paty, et je pèse mes mots, c'est-à-dire une identification d'un comportement supposé mécréant, une dénonciation sur les réseaux sociaux, un complot qui se met en place, des gens qui attendent, d'après ce qu'a dit la maman, une première tentative, ou en tout cas un premier projet en fin de semaine dernière. Donc tout le monde est au courant que ça va mal se passer. D'après ce qu'elle a dit toujours hier, elle apprend par un professeur que sa fille va être attendue à la sortie, et elle essaye en vain de joindre le collège pour que sa fille ne sorte pas. À la sortie, sa fille tombe sur une meute qui commet des violences extrêmement graves pour sa tenue et au nom d'une vision de politique de la religion. Donc on est exactement dans des mécanismes, mais qui sont des mécanismes malheureusement très courants en France aujourd'hui. Et comment on les désamorce alors, ces mécanismes ? C'est pas qu'on les désamorce, c'est qu'on les combat. Il faut les combattre, c'est un combat. On n'en est plus à désamorcer. La première chose, c'est de prendre conscience de la situation. C'est-à-dire que ce que je viens de vous décrire en 2 minutes, il y a encore trop de gens qui considèrent que c'est exagéré, que c'est une vision qui serait teintée... C'est anecdotique ? Que des gens non, mais que c'est anecdotique, par exemple, ce qui se passe à l'école ou choses bien comme sûr, ça. qui considèrent... Qui minimisent, donc. Qui minimisent. Mais quand on a les chiffres qui sont d'ailleurs souvent dans la publication, d'ailleurs très souvent repoussés, sur les atteintes à la laïcité dans l'école, quand finalement on se rend compte de l'explosion à la fois des violences physiques, mais également des provocations, des menaces de mort sur les professeurs au nom de l'islamisme, aujourd'hui, il y en a plusieurs fois par semaine. Oui, tout à par fait. semaine. Et d'ailleurs, on les apprend souvent, avec retard. On dit, tiens, au fait, il y a 10 jours... Mais on n'est pas assez ferme ? Parce que pourtant, la France est l'un des pays les plus frappés par le terrorisme islamiste en Europe. Il y a eu Samuel Paty, Dominique Bernard. Et à chaque fois, c'est plus jamais ça. On prend quand même des mesures assez fermes. On a interdit la baya. On veut réaffirmer nos principes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Il faut d'abord prendre conscience, avant tout, que le terrorisme, c'est une manière de faire de la politique par la violence, mais que ce qui compte dans le terrorisme, c'est pas l'acte, c'est le but poursuivi. Et le but poursuivi, c'est la conquête islamiste. Encore une fois, c'est théorisé par les frères musulmans, les salafistes, et il y a des dizaines de livres. Ce sont des choses qui sont établies, et il faut comprendre que dans une lutte comme ça, c'est pas vous qui désignez votre ennemi, c'est votre ennemi qui vous désigne. Quand votre ennemi vous désigne, vous pouvez dire, mais nous, on n'a pas envie, on est content, on aime tout le monde, etc. Mais il va continuer à vous considérer comme un ennemi. Donc, une fois qu'on a compris qu'on était désigné, il faut que l'ensemble de la société s'organise. Pas seulement dans les établissements secondaires ou post-bac. Politique aussi.
Mais il faut que tout le C'est monde, comme ça, c'est il faut politique. qu'on comprenne que mais c'est un combat qui transcende le politique. Alors c'est politique au sens premier du terme, dans la mesure où bien sûr ça concerne la vie de la cité. Donc en ce sens c'est politique. Mais c'est pas politique au sens Oui, mais- partisan. Ça n'est pas D'accord. partisan. Mais Mehdi Guézard, il va vous dire, on n'a qu'à faire comme en Algérie. Comment l'Algérie s'est débarrassée de l'islamisme. Alors, Le seul pays qui a combattu l'islamisme et qui l'a vaincu. Alors, il y a eu une Le guerre seul civile. dans ça le a monde, été- il faut le ça a été savoir. violent. Le GIA, dans le monde. Mais bon, à la méthode algérienne, est-ce qu'on peut l'appliquer en France dans un état de droit, comme on le dit? Non, mais vous savez, dans le droit français, l'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des normes, qu'il y a un certain nombre de principes et qu'il y a des cadres qui existent. Il y a un cadre normal et il y a des cadres dérogatoires. Il y a un état d'urgence. Il y a, pour les en situation extrêmement dégradée, l'article 16 de la Constitution. Je ne dis pas qu'il faut en arriver là demain. Mais ce que je veux dire, Déjà, c'est que l'article 16, il faut rappeler ce que c'est que oui, l'article 16. c'est les pleins pouvoirs qui sont donnés Au président. de la République avec des pouvoirs délégués Ça, c'était pendant le Covid. aux militaires. Bien sûr, tout ça sous contrôle du Parlement. Mais ça, jamais on le fera en France. Avec des limites. Jamais Non, ça se non, mais fera en France. ça, alors là. Mais, Non, mais ça pareil, dépend. Monsieur de Montbrial. Si. Attends, pardon, juste je réponds à Bruno Pamar. Ça dépend. S'il se passait, un méga attentat ou une série d'attentats avec des milliers de morts, je pense que c'est une hypothèse qui serait On peut envisagée. s'attendre à tout. Monsieur Monsieur de Desmond, Montbrial, c'est- moi c'est j'ai possible. quelque chose, qui me turlupine. Dites-moi. C'est quelque chose vraiment. J'en ai parlé tout à l'heure encore avec Olivier. On est d'accord qu'en France c'est un pays laïque. Oui. On va reprendre l'exemple de l'Algérie qui est un pays musulman. Oui. Nous n'avons pas de problème avec l'islam en Algérie. Pourquoi on en a en France? Mais parce que là. Alors, je vais vous expliquer. En fait, ma question, elle est bien plus profonde que ça. mais- C'est vous êtes quand même le président donc du Centre de réflexion sécurité intérieure. Pourquoi, dans un pays qui est considéré être laïque, on a des problèmes de religion? c'est une très alors- bonne question. Alors Mais- qu'en Algérie, qui est un pays oui. où le président prête serment sur le livre saint, alors qu'en France, le président prête serment sur la Constitution. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de religieux et quelque chose de très constitutionnel. Maintenant, ce qui est autorisé dans certaines choses en France ne sera jamais autorisé dans un pays comme l'Algérie. Et votre On a question combattu le terrorisme. Je le répète, on est le seul pays au monde qui avons combattu et vaincu le terrorisme dans le monde. Vaincu le terrorisme. Je vais vous Aucun répondre. pays ne l'a Alors, fait. réponse. Mais le On problème, a dû c'est aller qu'ici, il y a trop exporter, de choses qui protègent, Vous les avez quelque chose. aussi beaucoup attendez, mis mais dehors là, et non, c'est mais- nous qui les avons accueillis. Non, les pas mecs du tout. GIA. Oh, Bah, non. si, quand même, un peu. Le problème, tu vois, Barbara, ça, c'est une contre-vérité. On ne les a pas mis dehors. Non, mais Ils sont venus chez Ah bah nous. oui, bah, Et mais- donc vous, donc, mais vous les ils avez ont été, vaincus. donc ils ont été accueillis. Oui. Ce n'est pas la même chose de mettre quelqu'un dehors que d'être Non. accueilli. Attention, Barbara, les Non, monts mais un j'entends sens. bien. Bah, Les monts un non, sens. non, j'ai bien Ils ont compris, été mais accueillis. Alors, La Thibaut façon de dont vous Montbrial les avez- répond. la façon dont vous les avez Attention. vaincus, il faut préciser la façon dont vous les avez vaincus. C'est nous qui les avons reçus. Oui, enfin pas comme ça, ça a été une guerre Pas du civile. tout, Barbara. C'est pas une Barbara. guerre civile. C'est une guerre civile à plus de 250 Il y a 000 eu morts. 250 000 morts, Tu dis Daniel. n'importe quoi, Barbara. Attendez, Tu dis n'importe quoi. Je vais répondre à la question de Mehdi. Je rappelle la question, c'est comment se fait-il que la France, qui est un pays laïque, ait Voilà. des problèmes avec les islamistes Avec alors les que- religions, quelles qu'elles Ah, soient. avec- voilà. Oui, enfin. Oui, mais en l'occurrence, non, il n'y a pas de religion il n'y a pas de problème Ouais. avec les l'islam. juifs et il n'y a pas de problème avec les chrétiens. D'accord? Donc, Même pourquoi, avec comment l'islam se fait-il traditionnel. que là. L'attentat d'Annecy, Comme- jusqu'à preuve du contraire, l'attentat d'Annecy, il a dit au nom de Jésus. Mais bon, ça, Mais c'est vrai que c'est- c'est pas vendeur, donc on va pas en parler. Continuons sur l'islam, c'est plus vendeur. Il avait et le- Continuons et sur il l'islam, avait- c'est plus vendeur. Il avait et le mode I opératoire. love Jesus, excusez-moi. Ouais, mais c'est pas I Love Jesus qui a fait 300 morts en France, mais dis arrête. Oui, Mais mais c'est bah, un voilà, attentat- mais c'est bah, un c'est attentat tout. qui a moins d'un an aussi. Ouais, mais Voilà. d'accord, il y en a eu un contre 300 morts Voilà. au nom Donc de c'est un attentat également l'islamisme. Alors, religieux. C'est un type qui est inconnu dans la paroisse dont Voilà. il se réclame. Bon, bref, peu importe. La question que vous posez, c'est une excellente question. Et la raison, elle est toute simple. C'est parce que l'Algérie est un pays musulman. C'est pas un problème de dénoncer l'islamisme, puisqu'on est musulman, donc on est très à l'aise pour dénoncer les dérives. Alors qu'en France, on est tétanisé depuis 40 ans Eh oui. par le Voire fait plus. de dénoncer, oui, mais par le fait de dénoncer l'islamisme, parce que les gens qui ont commencé à dénoncer l'islamisme se sont fait traiter de racistes Eh oui, et, Voilà. et de ce mot terrible islamophobe. d'islamophobe, Tout à fait. qui est un mot qui a été créé pour que soit interdit dans le débat public la critique de l'islam Comment politique, au prétexte que ce serait une critique Voilà. de l'islam comme Absolument. religion. Exactement. Moi, je combats vigoureusement, et ça me vaut de gros ennuis, l'islam
politique, mais je ne Radical. combats absolument pas la religion musulmane. C'est toute la question. Et en Algérie, c'est beaucoup plus simple, puisque comme c'est un pays musulman, les gens connaissent la religion, et on est très à l'aise pour dire, il y a une dérive, on la combat. Mais en France, quand vous commencez à dire, il y a une dérive, il y a des gens qui vous disent, non, en critiquant la dérive, vous critiquez la religion. Mais non, c'est pour ça qu'il faut une grande pédagogie. Et ce que j'aimerais, moi, Mehdi, c'est que de nombreux représentants du culte musulman en France, plus qu'ils ne le font, prennent la parole pour expliquer ça. Et en particulier les gens qui sont écoutés par les jeunes, c'est-à-dire les artistes et les sportifs. Or, on ne les entend pas. Et sur les réseaux sociaux aussi. Je pense bien qu'on les entend pas. Voire, ils sont dans des prises de position qui sont, on va dire, pour rester poli avec tout le monde, ambiguës. Je crois que les imams là-dessus ont fait un effort. Oui. De façon générale en France. On le dit, on veut d'ailleurs des imams, on veut plus d'imams de l'étranger, on veut des imams de France, entre guillemets. Oui, alors attention comment ils sont formés, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la grande mosquée de Paris, par exemple, qui a, là encore, ça va être le mot de la journée, a un rôle, on va dire, très ambigu, forme les imams en lien avec l'Institut de Château-Chinon, qui est un nid notoire des frères musulmans. Mais pour continuer à ce que tu dis, Thibaut, c'est que dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'en plus, tout ça, c'est renchéri et nourri par la France insoumise. Ah oui, alors après, le premier niveau de la réponse... Dès qu'on parle islamisme, on parle islam, donc on est islamophobe. Je viens de dire qu'il faut essayer de faire de la pédagogie, je vais essayer de continuer à en faire. Il y a plusieurs niveaux, une fois qu'on a fait le constat, c'était ma réponse à Mehdi, il y a plusieurs niveaux de réponse dans la pédagogie. D'abord, il faut dire que c'est un combat qui nous engage tous comme Français de faire la distinction entre l'islamisme et l'islam, mais de comprendre que l'islamisme nous a identifiés comme ennemis, premièrement. Ensuite, on rentre un peu plus dans la politique au sens où on l'entend au quotidien. Et là, c'est vrai que l'une des difficultés, c'est qu'il y a des exploitations politiques, en particulier par l'extrême gauche, qui a fait manifestement, je ne suis pas aux réunions stratégiques, mais manifestement le choix de faire de l'islamisme et de l'ambiguïté dans le soutien, d'ailleurs parfois sans ambiguïté, aux islamistes, au nouvel antisémitisme qui vient d'une certaine fraction de la communauté musulmane, etc., un fonds de commerce. Et ça, c'est un problème majeur, parce que c'est la première fois qu'on a des extrémistes qui ont des positions dont moi je dis qu'elles sont anti-républicaines, et dont je pense que c'est aujourd'hui le seul groupe politique qui a des positions anti-républicaines et qui siège à l'Assemblée. Alors, on va continuer d'en discuter avec Thibaut de Montbrial, l'avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, avec justement, parlons ensuite de sécurité intérieure, puisqu'au moment où on a relevé l'alerte terroriste au plus haut, on a les Jeux Olympiques qui arrivent. Est-ce qu'on est prêt ? Élément de réponse dans un instant. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les GG, les grandes gueules sur RMC. RMC Story est avec nous aujourd'hui. C'est l'avocat Thibaut de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Justement, sécurité intérieure, parlons-en. Parce qu'on a relevé à alerte attentat le niveau de surveillance. Et on a les Jeux Olympiques qui arrivent. Et donc, dans ces cas-là, on pose une question. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que les services sont suffisamment mobilisés ? On a pris la mesure de la tâche. Alors, ça dépend comment vous définissez la question. Si la question, c'est de savoir si les services sont mobilisés, la réponse est évidemment oui. La question, est-ce qu'on est prêt ? On verra, j'espère qu'on sera prêt. La question, c'est est-ce qu'on a les capacités à être aussi prêt que ce qu'il faudrait par rapport à l'ampleur de la menace telle qu'elle se présente ? Je pense que la réponse est non. Donc c'est pas pour ça que ça va mal se passer, mais c'est que dans l'absolu, quand on voit par exemple le nombre de cibles de gens qui sont dangereux sur notre territoire, y compris en prenant en compte le fait que par hypothèse on peut pas les avoir identifiés tous, la réponse est qu'on est dans l'incapacité, pour des raisons d'effectifs et de moyens techniques, de surveiller tout le monde. Ça ne veut pas dire que des efforts massifs n'ont pas été faits pour le coup. C'est une des choses qui a bien fonctionné dans l'après 2015, et en particulier à partir de 2017. Mais pour autant, on n'a pas les moyens de surveiller tous les gens qui sont dangereux. Cette cérémonie d'ouverture, parce qu'elle est atypique, parce qu'elle est à l'extérieur, sur 6 km, le long... Je vais vous dire le fond de ma pensée. Au moment où les Anglais, je dis bien les Anglais, ont été attributaires des Jeux Olympiques de 2012 à Londres, donc dans les années de 2000, 2003 ou 2004, je me souviens plus exactement. Bref, l'idée de base, c'était de faire une grande cérémonie d'ouverture sur la Tamise, 6 km. En gros, la même chose que ce que les Parisiens vont faire. Et à l'époque, le contexte était beaucoup moins inflammable qu'aujourd'hui, et le Scotland Yard a fait une évaluation.
Ils ont dit on ne peut pas sécuriser. C'est parti au ministre de l'Intérieur qui a appelé le Premier ministre. Et en une demi-journée, ça a été réglé, ça a été niette. Et on s'est rabattu sur une cérémonie classique dans le grand stade de Londres. En France, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu faire quelque chose de magnifique. Les services de sécurité, d'abord, n'ont pas été associés à la prise de décision initiale. Voilà. Ensuite, quand ils ont été associés, tout le monde, et je pèse mes mots, tout le monde, c'est-à-dire les professionnels de l'administration, c'est-à-dire les politiques qui connaissent ces questions, c'est-à-dire les experts de la société civile. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui n'a pas dit que c'était, et je pèse mes mots, une folie. En plus, entre l'attribution en 2012 et aujourd'hui, le monde a considérablement changé. On a eu Daesh, on a la guerre de la Russie en Ukraine qui peut avoir des implications parce que l'un des scénarios, c'est que des services de renseignement de pays ennemis comme la Russie, par des actions subversives, aident des groupes terroristes sur notre territoire. Et ça, c'est un vrai sujet parce que ça donnerait des moyens considérables à des groupes qui n'en ont pas forcément. Et dernier point, et pas le moindre, l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre contre Israël, qui a hystérisé le débat, qui a encore fait monter de plusieurs crans la menace sur le territoire national, et qui a notamment hystérisé c'est le fait du prince sur la communauté. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est Monsieur Macron, pour satisfaire l'ego de Monsieur Macron, on met les Français en danger. Donc je vais vous dire les choses comme je les pense, et dans la tradition des grandes gueules, ça va être sans langue de bois. Si ça se passe bien, ce sera la réussite du président Macron. Et si ça se passe mal, quel que soit le degré de catastrophe, ce sera la faute d'Emmanuel Macron. Vous pouvez regarder la séquence, je reviendrai après les JO. Si ça s'est bien passé, je dirais il a eu raison contre tous. Mais par contre, ce que je dis aujourd'hui avant, c'est que autant on peut faire des paris sur l'avenir quand on dit on va reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Ça, c'est quelque chose où on peut le dire, parce qu'au pire, on a 6 mois de retard. C'est pas grave. Et on dit on a tout fait pour, mais on a 6 mois de retard. Et la sanction, c'est juste qu'on a raté le calendrier. Mais là, au pire, ce sont des scénarios dont certains, on ne va pas rentrer dans du catastrophisme, mais il y a des scénarios, et pas seulement sur la journée de la cérémonie d'ouverture, qui sont des scénarios qui mettraient la France en très grande difficulté. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Emmanuel, en très grande difficulté, bien au-delà d'un simple attentat. D'accord, mais Emmanuel Macron a dit le risque zéro n'existe pas. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est vrai dans la vie. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture pour aller travailler, vous traversez la rue, la vie c'est un risque. Mais après, est-ce qu'on peut considérer que le risque zéro n'existe pas quand il y a tant de risques qui sont identifiés? Si vous faites de l'alpinisme et que vous vous préparez pour une sortie et que la météo, on vient vous dire attention parce que on a du très mauvais temps qui arrive, et vous n'allez pas répondre ah bah, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est ce que vous allez répondre si on vous dit ah la météo est bonne, mais attention, il y a un petit risque d'orage en fin de journée. Là, vous allez dire attendez les gars, le risque zéro n'existe pas, à condition d'être bien préparé, bien entraîné. Mais là, on n'est pas du tout dans cette situation. On est dans une situation où, pour la première fois depuis 2015-2016, on a le cumul de 3 risques, que je résume très rapidement. Un risque qui n'a jamais cessé, qui est le risque des attaques individuelles de gens qui sont déjà en France, c'est ce qu'on appelle le risque endogène, avec des attaques avec des moyens simples, des couteaux, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave. Un risque de groupes projetés depuis l'étranger. Ça fait 1 an qu'on sait que c'est de nouveau le cas. Le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, a dit qu'il n'y avait pas de risque. Et puis, l'affaire de Moscou a fait éclater au grand jour et a conduit les services qui le savaient à contraindre, en quelque sorte, le politique à dire que oui, à nouveau, cette menace existait. Encore une fois, on le sait depuis 1 an. On le dit depuis 10 jours, mais on le sait depuis 1 an. Et puis, il y a un 3e risque dont personne ne parle et qui est pour moi le plus inquiétant. C'est le risque des groupes français, de gens qui sont allés au djihad en Irak et en Syrie, dont la plupart sont sortis de prison, qui, il faut le dire, ont du prestige dans plus de 1000 quartiers en France et ont des gens qui les soutiennent, même si beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre ça, mais ils ont des gens qui les soutiennent parmi de nombreux jeunes en France, et ces gens ont la capacité de recruter des opérateurs, de les former, et les armer ça c'est la question, et ensuite de coordonner des actions. Toute la question, et vous mettez le doigt sur le grand enjeu, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de les armer? Jusqu'à aujourd'hui, vous remarquerez que les attentats depuis 2015 avec des Kalachnikov, il n'y en a eu que 2. Pourquoi? Parce que les gens qui tiennent le trafic d'armes font tout pour ne pas vendre d'armes aux islamistes, parce qu'ils savent que les enquêtes judiciaires en cas d'utilisation des armes qu'ils auront fournies pour un attentat, vont être beaucoup plus exhaustives que des enquêtes sur des règlements de compte dans le grand banditisme. Mais, d'une part, je finis juste là-dessus, parce que c'est crucial, d'une part, il y a énormément d'armes de guerre, donc forcément, il y a le risque qu'il y en a qui passent entre les mains des islamistes, et surtout,
c'est que la guerre d'Ukraine fait qu'il y a un approvisionnement massif d'armements individuels, fusils, pistolets, mais aussi, et en fait la grande inquiétude est là, de missiles anti-chars et de missiles anti-aériens individuels, ce qu'on appelle des manpads, qui sont aujourd'hui en vente sur le Darknet à des prix qui, croyez-moi, ne sont pas chers, et qui sont tout à fait dans les cordes de groupes qui sont constitués par des gens dont je viens de parler. Et c'est là qu'il faut reparler. Un missile à la cérémonie d'ouverture, ça c'est un risque. À la cérémonie d'ouverture, non, mais sur un gros porteur à Orly, à Roissy, ça, c'est pas un problème. C'est ça le sujet. En réalité, c'est ça le sujet. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Alors, on va dire, Thibault de Montbrial, il est dans le catastrophisme. Non, je suis pas du tout il veut nous faire peur. Non, je ne suis pas dans le catastrophisme. Je viens de vous faire un tableau. Je viens de vous faire un tableau clinique qui est globalement. Quand on parle de risque, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est important d'établir les risques. Il faut le savoir. Et donc, aujourd'hui, la grande crainte, c'est soit. Mais la grande difficulté qu'on a, c'est que vous avez la cérémonie d'ouverture qui est un pot de miel parce qu'elle va être regardée par le monde entier et qu'elle va concerner des délégations du monde entier. J'aime bien cette expression. C'est des délégations du monde entier. C'est-à-dire que c'est pas simplement le monde nous regarde, c'est le monde participe. Donc le monde est impliqué. Avec des délégations qui peuvent être plus visées que d'autres. Exactement. Voilà. Mais vous avez aussi le fait que pendant les 2 fois 3 semaines de Jeux Olympiques et Paralympiques, on va mobiliser des forces autour des sites olympiques. Donc il y en aura moins ailleurs, même s'il y en aura toujours. Il faut rassurer les gens. Mais néanmoins, il y en aura moins. Donc il peut y avoir des attaques ailleurs en France. Et qui feront du bruit parce que ça sera en France, pays olympique. Et puis ça peut être des attaques pendant les remises de médailles qui sont aussi tous les soirs en milieu ouvert au Trocadéro. Donc la grande folie du 26 juillet de l'ouverture se décline en petite folie tous les soirs. Et le troisième point, c'est que on peut tout à fait imaginer qu'un attentat ou que des gros attentats aient lieu avant les JO, dans l'objectif de déterminer, de dissuader exactement, de dissuader des délégations et même des délégations comme par exemple les Israéliens et les Américains de venir. Est-ce que vous pensez sérieusement que compte tenu des menaces qui en plus, à mon avis, d'ici 4 mois ne vont pas s'amenuiser, voire même vont s'aggraver, on va continuer à s'approcher de l'élection américaine, la guerre entre Israël et le Hamas n'est pas en voie de s'apaiser, plus l'embrasement avec le Hezbollah et compagnie. Est-ce que vous pensez vraiment que la délégation américaine, la délégation israélienne, ils vont avoir envie de faire les marioles sur des canaux sur la Seine? Non mais moi, je ne peux que vous répondre. Moi, je serais eux, j'irais pas. Hein. Moi, je ne peux que vous répondre ce que je dis. Moi, ça fait 1 an que je le dis, donc je suis très à l'aise pour le dire encore plus aujourd'hui, maintenant qu'il y a une espèce de brusque prise de conscience du sujet après l'attentat de Moscou. C'est que cette cérémonie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une folie. Et moi, j'appelle, mais qui suis-je pour appeler? Mais je suis quand même parmi les gens qui connaissent un peu ces sujets, et j'appelle, comme je sais que d'autres qui sont dans l'appareil d'État, mais qui n'ont peut-être pas la liberté de parole de le faire, j'appelle à ce qu'il y ait au moins qu'on prenne en compte l'hypothèse de déménager cette cérémonie dans le stade. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que par hubris, par un aveuglement, par une espèce de pensée magique, on maintienne coûte que coûte un événement qui aboutisse, alors là pour le coup, à ce qui serait, si la catastrophe se réalisait, ce serait un désastre pour notre pays. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Parce que vous faites partie depuis plus de 20 ans de ceux qui décrivent la situation, disent attention, et de façon circonstanciée, de façon précise et de façon experte, d'accord? Vous n'êtes pas entendu, on dit les Cassandres, les Cassandres. Tout ce que vous avez annoncé depuis 20 ou 30 ans, et vous êtes très nombreux là-dessus, à ne pas avoir été entendu jusqu'à 2015, où là, enfin, il y a un peu plus ces paroles expertes à différents degrés, à différents niveaux d'analyse, qu'on écoute un petit peu plus. Et pour autant, on a l'impression que même là, le fait de dire il y a un danger qui est très élevé à la cérémonie, on continue à avoir un politique qui s'aveugle uniquement pour des questions d'ego et d'image. À quel moment, et dites-moi si vous sentez juste, moi, ce pessimisme profond, après c'est peut-être une question de caractère, mais j'ai l'impression qu'ils n'entendent rien. Ça fait 20 ans qu'on parle, ils n'entendent rien. Il faut dissocier 2 catégories d'interlocuteurs. Vous avez les gens comme Gérald Darmanin, comme le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui sont des gens qui travaillent sur le dossier depuis 4 ans, ou plus pour certains, et qui sont parfaitement conscients de tout ce qu'on est en train de se dire. Simplement, eux, ils sont
en poste. Donc, ce qu'ils ont à dire, ils le disent dans des entretiens auxquels je ne participe pas avec le président de la République, mais je n'imagine pas qu'il ne l'ait pas dit. C'est pas la monarchie absolue de droit divin, c'est pas Louis XVI, c'est pas Louis XIV. C'est du commande. Mais on en revient à ce qu'on dit toujours, à ce que je dis depuis un moment, et ce que je vous ai redit tout à l'heure, je ne peux pas le redire plus. Enfin, je peux le redire. Non, Ça j'ai marche, bien ça compris. Tout ça est de la responsabilité unique d'Emmanuel Macron. Et la chose importante à retenir, c'est que si ça se passe bien, franchement tant mieux, parce que moi je souhaite de tout mon cœur que ça se passe bien, parce que ça restaurerait de la fierté française et qu'on en a besoin, et que ça ferait un bien formidable à notre pays que ça se passe bien, et j'espère de tout mon cœur que ça va bien se passer. Oui, mais on ne peut pas parier mais en même temps, sur la vie d'un certain nombre de gens les risques. Et sur l'image du pays. Mais on dit toujours aussi, finalement, si on change notre façon de vivre, on donne la victoire au terrorisme. Si après le Bataclan, on avait cessé d'aller dans des salles de concert, si après ce qui s'est passé aux terrasses, on avait cessé notamment à Paris d'aller prendre des cafés, boire des bières, etc., finalement les terroristes auraient gagné. C'est ça aussi la résilience face aux terroristes, c'est que certes, on pleure nos morts, on essaye de lutter pour, mais on continue à vivre. Et là, si on annulait aujourd'hui la cérémonie, finalement, c'est la victoire du terroriste. Mais c'est pas l'annuler, c'est en faire une plus sécurisée. Non, puisque vous opposez des situations de vie quotidienne avec la tenue d'un événement majeur. C'est pas la même chose. Dans la vie quotidienne, et quand même dans la vie quotidienne, on s'est adapté. Il y a eu des endroits. On vit avec le terrorisme, Valls l'a dit. Donc il y a une forme d'adaptation. D'accord. Là, on est sur un événement dont même quelqu'un comme la directrice qui dirige la DGSI, donc le service de renseignement intérieur, Céline Berthon, quand elle a été entendue par une commission au Sénat le 5 mars, elle a dit, elle est haut fonctionnaire, elle a accès aux renseignements, elle a le devoir de réserve, mais en même temps, sous serment devant la représentation nationale, elle dit les choses autant qu'elle peut le faire. Et elle a dit qu'il y avait une très forte probabilité que les terroristes s'en prennent, en particulier à la cérémonie d'ouverture et en tout cas au JO. Il faut entendre quand le patron de la DGSI dit qu'il y a une ça veut très dire forte qu'on n'organise plus les JO. Mais on les parce que le risque du terrorisme, on le vit en France depuis 30 ans. Mais autrement que ça. De protéger le périmètre d'un stade, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Je ne dis pas que c'est une facilité absolue. Je dis que c'est beaucoup plus simple. Regardez ce qui s'est passé en Russie, dans un régime policier, autoritaire, fliqué, eh bien, finalement, le terroriste islamiste réussit malheureusement à frapper. Mais ils ont connu leur Bataclan. Le 7 octobre aussi, un État aussi sécuritaire qu'Israël, avec les drones et l'intelligence artificielle, n'a pas empêché des barbares sur motocyclette. Olivier, même si c'est pas la cérémonie officielle, de toute manière, si le terrorisme doit frapper, il frappera. C'est réglé comme il frappe déjà. Mais il faut en même temps, et je partage l'analyse de Thibault sur le climat actuel, il faut savoir quand même que les forces de renseignement qui ont été doublées, triplées, même la DGSI, que le RAID, le GIGN, la BRI s'entraînent et font des drills, des répétitions. Toutes les semaines maintenant. Ils n'arrêtent pas. Il y a quand même une vraie mobilisation, une vraie prise de conscience des forces de sécurité. Il faut rassurer les gens qui nous écoutent aussi, de dire que le risque terroriste existe. Après 2015, Valls avait dit il faut s'apprendre à vivre avec le terrorisme. Et on a fait jouer des attentats régulièrement. Non, mais la Coupe du Monde de rugby, il aurait pu avoir un attentat aussi. Oui, le monde a dit il va y en avoir un. Et on n'a pas annulé la Coupe du Monde de rugby. Non, mais attendez, pour conclure, il faut remettre l'église au centre du village. Le premier rôle d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. Bien sûr. Pendant les Jeux Olympiques, ça va être protéger sa population, y compris en dehors des sites olympiques, mais aussi protéger des délégations de sportifs, d'officiels, de journalistes et de supporters des 198 pays de l'ONU. Et c'est la seule fois, c'est la seule manifestation dans l'histoire où nous aurons la responsabilité de protéger les nôtres, mais aussi les autres. Et je pense que dans ce cas-là... Dans un pays qui est en si grande difficulté. Et je pense que dans ce cas-là, dans un pays, vous avez raison de le rappeler, qui est hyper fracturé, et ce qui fait que des scénarios de chute en cascade sont possibles. C'est-à-dire qu'un gros attentat déclenche une réaction en chaîne, etc. Ça fait partie des choses possibles. Donc, dans ces conditions, en prenant acte de dangers qui sont identifiés, y compris par les services de renseignement, à haute voix, etc., je pense que ce serait l'honneur du président de la République que de dire « je le regrette », mais dans ces conditions, et en parlant du contexte international, etc.,
pour ne faire prendre de risques à personne, y compris à nos policiers et à nos gendarmes, Exactement. eh bien, Et on ne dira pas il se couche face au terrorisme. Non. face à mais la moi, je menace. préfère dire qu'il se couche face au terrorisme, ce qui n'est d'ailleurs Oui. absolument pas le cas. Il se grandirait à prendre acte de ce qu'on lui a dit et à dire mes conseillers m'ont dit que, donc je les écoute, les professionnels m'ont dit que, donc je les écoute, plutôt que de s'obstiner et de faire un pari. Parce qu'en réalité, il parie son deuxième quinquennat, qui est catastrophique depuis 2 ans et demi. Oui, Il n'a pas fini de Pour l'être. sortir glorieux. On a un risque majeur de dégradation des notes effacer avec économiques les JO. dans les semaines qui viennent. Oui, mais c'est ça le sujet. Le Merci. fond du sujet, c'est ça. Merci Thibaut de Montbrial d'être passé par les GG, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.